Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, Média. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour ces 2h, 11h midi. L'actualité commentée par mes invités, par les éditorialistes. On reviendra évidemment sur la polémique autour des insultes homophobes dans les stades. On reviendra sur la GPA, les choses ont l'air de se clarifier un petit peu plus du côté du gouvernement. On parlera de la sortie du livre de Tarek Ramadan. Beaucoup de sujets à partir de 11h. 10h, 11h les médias. Mon invité Xavier Demoulin, bonjour. Bonjour. Bon anniversaire. Merci, j'ai 10 ans. Vous n'avez pas tout à fait 10 ans, vous êtes arrivé un petit peu plus tard. Un peu plus tard, 9 ans et demi j'ai. 9 ans et demi. 9 ans, allez, 9 ans. Le 1945 d'M6 qui fête ses 10 ans. On va en parler avec vous, une audience au top, avec des présentateurs au top. Nathalie Renoux, Karine Guioc également avec vous. On y revient. Et puis Gilles Gansman qui est là. Bonjour Gilles, qui va nous présenter le zapping dans un instant. Allez, je vais vous donner les audiences que vous pouvez retrouver tous les matins avec Rémi Pernelet à 9h20. Je lui pique ses audiences. Le top 3 et le flop. Alors en tête hier, Xavier, vous qui êtes un fin observateur, à votre avis, qu'est-ce qui a gagné? Ah en famille, non? Non, c'est mal. Non, mais pas ça mal. A bien marché, ça a bien marché. marché. On avait hier Yvan Le Bolloc avec nous. C'est vrai que c'est une série sympa. Non, c'était F1, 5 428 000 téléspectateurs, 24,4% de part de marché pour le match de foot entre la France et l'Andorre pour les qualifications de l'Euro. Vous avez qui a regardé, gagné, Gilles, évidemment. Bon, comme Rémi n'est pas là, je ne peux pas vous dire qui a gagné. Non. TF1, donc largement leader des audiences hier. Deuxième position, France 3, 3 400 000 téléspectateurs, 14,9% de part de marché pour les 2 derniers épisodes de la série Soupçon avec Julie Gaillet. C'est le même score que la semaine dernière, donc ça veut dire qu'il y avait une certaine fidélité. Et puis en troisième position, M6 avec le Prime dans Famille, quasiment 3 millions de téléspectateurs, 13,1% de part de marché, 2 millions de plus que la semaine dernière pour Maison à vendre. C'est un très bon score pour M6. Vous l'avez regardé évidemment la série, Xavier? Nous, non seulement je l'ai regardé, mais en plus on est avec les gens qui fabriquent régulièrement, en contact avec eux, donc on suit un peu comment tout ça se passe, les thèmes. Hier c'était la Bretagne. Enfin, c'est ça que c'est très très bien fait. C'est bien fait, puis ils sont sympas. La famille est vraiment sympa. Et puis un flop quand même, 4e place pour France 2 avec le Prime d'affaires conclu, 2 millions de téléspectateurs, 10% de part de marché, 900 000 de moins que la semaine dernière sur les pouvoirs extraordinaires du corps humain. Quand on met d'affaires conclues partout, on le paye. Vous aimez ce type de programme? Je trouve que mettre en valeur le corps aujourd'hui et l'esprit en même temps est une idée intéressante. Non, hier c'était la brocante. Ah, la brocante. Patrimoine. Non, ça j'ai pas regardé. C'était pas le docteur Simès. Non, moi je pensais parce que j'ai dit que ça avait mieux marché les pouvoirs extraordinaires du corps humain. D'accord. Alors non, j'ai pas. On va revenir tout à l'heure sur vos goûts télévisuels. On a nos auditeurs 0826 300 300. Et vous, qu'avez-vous regardé hier soir? On a Barbara en ligne avec nous. Bonjour Barbara. Oui, bonjour. Bonjour, vous avez regardé quoi à part le 1945 d'M6 évidemment? Non, j'ai pas regardé non plus. Enquête de santé sur France 5. Alors ça parlait de quoi? Alors, c'était sur le cancer de la prostate. D'accord. Et vous êtes fidèle de cette émission? Alors, à l'occasion, quand je regarde la télé, fidèle, non. Mais bon, si le sujet m'intéresse, je le regarde volontiers. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a intéressé hier? Eh ben, écoutez, on apprend quand même, peut-être que beaucoup d'auditeurs le savent déjà, mais que c'est un cancer que l'on n'opère pas forcément et qui parfois est mieux, se développe beaucoup moins à ne pas l'opérer qu'à l'opérer. Donc ça, c'est quand même plutôt intéressant. D'accord. Voilà. Et puis, les gens vivent très bien avec. Bon, évidemment, il faut être suivi, mais c'est plutôt rassurant de se dire que c'est possible aussi de... Donc c'était continuer à vivre sans être opéré, voilà. D'accord. C'était une bonne émission pour vous. Ça a pas mal marché. Ouais. C'est arrivé deuxième des chaînes après les chaînes nationales, après C8. Bon, Ludovic est en ligne avec nous. Bonjour Ludovic. Oui, bonjour. Bonjour Valérie, bonjour Xavier, bonjour tout le monde. Bonjour. Vous allez avoir la réponse à votre question, je crois. Oui, alors vous avez regardé le match de foot France-Andorre. Oui, bien que ce soit sur TF1. D'ailleurs, Valérie, je vous avais appelé après Andorre-France avant l'été. Et du coup, là, c'était sur M6. Mais bon, comme ils se partagent les droits, hier soir, il n'y avait pas trop de suspense. Victoire pour info, 1-3-0 des Bleus. 3-0 des Bleus. Bon, c'était un bon match ou pas?
Oui, mais voilà, pas de suspense. Ouais. Pas de suspense, pas vraiment de suspense. D'accord. Merci. Merci. Voilà. Vous nous appellerez pour le prochain match, vous nous tiendrez au courant, vous nous ferez votre commentaire. Merci Ludovic. Gilles lui a regardé le replay de Pékin Express sur le site, sur la page Facebook de Sud Radio. Je suis toujours surpris, conquis par les habitants qui n'ont rien et offrent le meilleur de leur hospitalité. C'est vrai que c'est une bonne émission. Vous regardez quoi, vous c'est quoi vos goûts télévisuels ? Moi, c'est plus tourné vers l'actualité, vers l'information. Donc, c'est vrai que Zone Interdite, Enquête Exclusive, et puis, vous avez le droit de regarder autre chose qu'M6 ou pas ? Bien sûr, je regarde tout ce que fait 7 à 8, tout ce que fait Élise Lucet, Envoyé spécial. Je regarde des docs sur Arte. Il y en a eu un récemment sur la mafia, je ne sais pas si vous l'avez vu. Magnifique, super. Regardez-le en replay sur Totorino, absolument. C'était dingue. Voilà, donc, et puis des séries aussi. Mais je trouve que la télévision a encore énormément, propose un choix incroyablement vaste, dense et de qualité. Et donc voilà, donc je suis client, toutes chaînes confondues. Il y a peut-être des émissions un petit peu inavouables, des choses qu'on vous imagine pas regarder, parce que là, ça rentre avec le présentateur du JT de 66 minutes. Non, parce que je regarde évidemment aussi La Grande Librairie. J'ai aussi des goûts qui vont en dehors de ça. Ça, c'est avouable. Non, mais le côté, si c'est me demander si je regarde Les Marseillais par exemple. La réponse est non. Non, mais quelque chose qu'on n'imagine pas que vous regardiez, je sais pas, The Voice. The Voice, si. Même pas. The Voice, ça m'est arrivé de le voir, mais ça, c'est plus chez des copains. Les émissions de cuisine, je sais pas, non. La cuisine et moi, ça fait 28, comme dirait ma fille. Donc, non, mais je vous assure, franchement, j'essaie d'optimiser mon temps de vie. Donc, j'ai pas de plaisir coupable à la télévision. Je peux en avoir en musique, je peux en avoir un peu dans d'autres domaines, mais pas à la télévision. Alors, votre première télé, c'était quand ? Ma toute première apparition à la télévision, c'était le 4 septembre 99, ou le 3 septembre, pardon, Nulle part ailleurs. Première partie, c'était donc animé par Alexandre Devoise et Philippe Vecchi à l'époque. Et j'étais tout jeune journaliste et je pétais de trouille. Il y avait genre public ennemi dans le public, c'était en direct, on m'avait pas prévenu que quand il y avait un rouge sur la caméra, c'est qu'on était filmé. On m'avait rien dit, on m'avait juste descend, parle, et c'était horrible. Horrible, tellement j'avais peur, tellement j'étais stressé. Quand je vois aujourd'hui les jeunes qui arrivent sur des plateaux comme s'ils étaient nés sur un plateau de télévision, je suis fasciné. Et aujourd'hui, vous avez encore le trac ou pas ? Non, parce que j'ai... Non, j'ai pas le trac. L'appréhension que j'ai, c'est que tout se déroule bien pour les gens qui nous regardent. Le trac, je l'ai plus, mais j'ai mis du temps à m'en débarrasser. Il a fallu que je passe notamment par Paris Dernière et que je sois derrière une caméra pour pouvoir revenir devant une caméra sans avoir le trac. Mais je l'ai eu très très longtemps, même quand j'étais à Plus Clair avec Daphné Roulier ou quand j'étais avec Maïtena, Nous ne sommes pas des anges. J'ai toujours traqué beaucoup, jusqu'au moment où ça s'est arrêté comme ça. Votre dernière colère devant la télé ? Oh là là, c'est une très bonne question, ça. Je pense que ma dernière colère devant la télé, c'est tout le temps quand je regarde mais même quand j'écris mon JT et quand je fais le tri des informations et quand je vois tout ce qui arrive sur les questions climatiques, l'injustice sociale, la paupérisation, et la violence. Donc mais ma colère, elle est, et nous on doit contenir cette colère-là. Et donc c'est vrai que c'est un métier qui est tout à fait passionnant, mais on travaille avec des éléments quand même assez sombres, c'est assez anxiogène en fait la matière. Oui, il y a donc ça met en colère. Gilles, on va passer au zapping. Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping. Alors Valérie, voici donc le zapping du jour. Alors je vais vous donner mon petit sommaire, comme d'habitude. Vous allez voir que dans C'est à vous, Jamel Debbouze, qui avait annoncé qu'il arrêtait le One Man Show, et donc était dans l'émission de France 5 pour annoncer son nouveau One Man Show. Il en a profité pour donner son avis sur la jeunesse de Macron, puisque notre président est très jeune. Ça a chauffé dans l'émission de Pascal Praud sur CNews. Alors vous allez voir qu'il a recadré sa chroniqueuse Sophie Obadia, qui sur le plateau n'arrêtait pas de parler. Du coup, quand Pascal Praud l'a recadré, elle l'a mal pris. Et lui, il a révélé les SMS qu'elle lui envoyait en plein direct. Vous allez voir. Ambiance. Autre colère, celle de Jean-Marie Bigard, qui n'admet toujours pas que Muriel Robin occulte le fait qu'ils étaient amis. Oui, c'est l'actu, c'était partout. Parce que Bigard s'est exprimé sur Sud Radio. Hier, on a vu que Muriel Robin lui avait répondu. Il a répondu, il était sur C8, il y a eu plein de choses. Et puis encore une colère, celle des associations LGBT, quand ils ont entendu Noël Le Graët annoncer que désormais les matchs de football, quand il y aurait des cris homophobes, ne seraient plus arrêtés. Pour commencer, on va démarrer
préféré, c'est mon chouchou. Hein. Dans 2 jours, Patrick Balkany risque d'être arrêté et dormir en prison. Et vous allez voir qu'une journaliste de quotidien sur TMC a été à sa rencontre à Levallois-Perret. Pour Patrick Balkany, lui, il est philosophe, mais alors très philosophe. Vous n'êtes pas trop stressé? Je ne suis pas d'un naturel stressé, moi. Vous risquez la prison? Mon père était à Auschwitz. Si vous êtes condamné? Je fais appel. Et si vous êtes condamné après l'appel? Après l'appel, il y a la cassation. Et après la cassation? Il y a la Cour européenne. Et après la Cour européenne? Je prendrai ma retraite. Il est plus petit que moi. Il est né la même année que Faudel. Qu'est-ce qu'on a foutu? Merde. 39 ans. 39 ans. C'est pas un âge présidentiel. Non. C'est quoi? C'est une pointure, maximum. Est-ce que vous voulez que je vous rappelle votre tweet que vous m'avez envoyé, pas un tweet d'ailleurs, votre message que vous m'avez envoyé l'autre jour, alors que vous ne participiez pas, vous ne participiez pas à l'émission? Bon, rythme un peu trash, non, rythme syncopé, je te parle au cœur, reviens au ton sympathe du début. Et c'est vous qui foutez le bordel sur mon émission. Donc arrêtez. Donc quand vous êtes là, vous êtes pire que les autres. Depuis 30 ans, on n'est pas amis, tu vois. Bon, ça, c'est les misères de l'âge. C'est pas très méchant, ma pauvre Muriel. Je te rappelle que, par exemple, le 7 septembre 2013, on m'a demandé avec insistance que je fasse partie des humoristes qui te rendaient hommage, hein, sur TF1. Ça, tu t'en souviens bien. Et tous les gens qui étaient à cette émission étaient quand même un peu tes amis. Écoutez, je n'arrêterai pas les matchs. Et il est tout à fait clair, parce que le football reçoit tout le monde, hein, toutes les classes sociales. Je suis contre totalement, mais je ne veux pas être pris en otage sur l'homophobie. Mais l'arrêt des matchs ne m'intéresse pas. J'arrêterai un match pour des cris racistes, ça c'est clair. Voilà, ce Noël Le Graët qui a évidemment hier suscité beaucoup de réactions. Ça vous inspire quoi ? Il y a eu dans le gouvernement d'autres réactions qui ont temporisé un peu ses propos et qui ont montré leur désaccord. Est-ce que lui aura le dernier mot là-dessus ? Après, on parlait de colère devant ces écrans ou la télévision. Ce genre de réaction provoque quoi ? Griezmann a dit aujourd'hui qu'il était pour l'arrêt des matchs en cas de mais Hugo Lloris, non. Avéré, voilà. Donc, je pense que c'est pas terminé cette affaire-là. Non, c'est compliqué. Ce qu'a mis le feu aux poudres, c'est qu'il compare le racisme en disant s'il y a des cris racistes, j'arrête les matchs. S'il y a des cris homophobes, alors que l'homophobie et le racisme sont tous les deux condamnés par on va en reparler tout à l'heure. Vous regardez les émissions de débat comme celle de Pascal Praud ? C'est intéressant de voir cette espèce de tendance sociétale en fait autour de la violence. Et autour du bruit, je pense que il y a un créneau là comme ça qui commence qui est arrivé là, sur place depuis quelques années maintenant à la télévision. Et il faut entretenir cette violence, ce bruit là. Et moi, franchement, ça m'emmerde. J'ai pas envie de ça. Je préfère le sens, la pédagogie et voilà, informer, c'est pas faire du bruit, entretenir le foyer de la violence. La violence, elle est verbale, hein, mais à chaque fois, il faut être repris, il faut que ça fasse le buzz. Je pense que ça va être la fin d'une époque très vite. Je vous ai vu surpris sur le fait qu'il révèle un SMS. Non, mais c'est des trucs de cuisine interne, c'est pour faire du buzz encore et pour être sur Twitter, là, voilà, dans les top tweets commentés. Enfin, je sais pas, c'est une culture particulière qui est pas la mienne, en tout cas. Patrick Balkany, philosophe. C'est dingue, parce qu'en fait, on se demande comment on en vient là, c'est quoi cette nature. On l'a fait il y a quelques mois, dans 66 minutes, pareil, le type est... Enfin, c'est un vrai sujet d'étude du comportement humain. Allez, on va passer à votre actualité, donc les 10 ans du 1945, qui est un journal qui était extrêmement novateur, on peut le dire. Hein. Vous avez été premier, j'ai vu dans le dossier de presse, effectivement, premier à présenter debout, premier à utiliser tout ce qui était 3D, la téléportation. C'était un pari risqué à l'époque, enfin, c'était un pari osé. C'était un pari osé qui faisait ricaner beaucoup de monde. Vous l'avez dit tout à l'heure, moi j'étais pas là au tout début, je suis arrivé 1 an après, mais c'est vrai que les gens disaient pourquoi debout, c'est un peu artificiel. Alors on temporise, il y a déjà eu des gens qui s'étaient déjà mis debout pour présenter des informations, mais là non seulement on était debout, mais en plus il y a des déplacements. Et puis après là, ça a été aussi un pari donc technologique, une nouvelle manière de faire, un nouveau rythme.
mais c'était surtout, avant tout, un pari éditorial. Il y avait-il de la place pour un autre JT du soir juste avant le 20h, quoi, qui démarrait un quart d'heure avant. Exactement. Ouais. Et puis, ça a pris, ça a marché grâce à une rédaction incroyable, un travail quand même évidemment permanent, une concentration de tous les instants. Et aujourd'hui, il a fait un peu école, ce journal. De temps en temps, on note, on voit des gens qui se mettent debout ailleurs, qui font des expliquez-nous, etc. Donc, ils ont mis du temps à y venir. Oui, mais c'est bien d'inspirer aussi. Voilà. Donc là, en toute humilité, je trouve que ce journal est vraiment devenu un vrai rendez-vous, un grand rendez-vous d'information le soir, et ça, on en est tous très fiers à la rédac. Vous y êtes arrivé comment? Parce que c'était pas votre métier, a priori, de présenter un JT. Vous étiez un peu touche à tout, mais pas du tout. Complètement, vous avez tout à fait raison de le rappeler. Moi, j'arrivais du magazine, j'ai fait mes armes d'abord en presse écrite, et puis à Canal+, et puis en radio, et je faisais donc du magazine, j'animais Paris Dernière sur Paris Première, donc j'ai changé de vie, et je suis arrivé parce que ils cherchaient, donc quand Claire Barsac a dit qu'elle ne voulait plus continuer, ils ont cherché à la remplacer. Il y a eu plein de castings, et puis on m'a demandé si j'avais envie d'essayer, et je suis un garçon curieux, j'ai dit pourquoi pas, et puis sous l'impulsion de Nicolas de Taverneau, et puis de Thomas Valentin et de Vincent Régnier à l'époque, qui s'occupaient de tout ça, j'ai fait des premiers essais, et puis ensuite j'ai rencontré à la rédaction qui m'a formidablement bien accueilli, et j'ai effectivement appris un nouveau métier, même si j'avais les bases par rapport à tout ce que j'avais fait. Claire Barsac, vous savez ce qu'elle devient? Je l'ai pas eu elle directement, mais on m'a dit récemment qu'elle travaillait et qu'elle était très heureuse dans l'immobilier, je crois. Oui, absolument. Et au bout de 10 ans, vous avez parlé de Paris Première, vous avez été sur le terrain, vous avez parlé tout à l'heure de Cache Investigation. Vous n'en avez pas marre d'être devant un fond vert tous les soirs? Non, parce que de ne pas sortir du studio et de ne pas bouger? C'est vrai que mon terrain, c'est passer du -1 au -3 et de prendre l'ascenseur, ça vous êtes en train de me dire. Non, c'est un autre terrain. J'ai par ailleurs la chance de m'occuper aussi de 66 minutes. Il m'est arrivé de partir, et ça j'ai adoré le faire à quelques reprises, que ce soit aux États-Unis, en Colombie avec handicap, en Afrique, etc. C'était vraiment des reportages. Ça me manque. C'est vrai que ça me manque, mais de voir les copains partir, d'être sur. C'est une autre forme de reportage statique, en fait. Comment vous dire? Vous suivez ça en temps réel, vous infusez, vous écrivez un journal, vous parlez aux gens. C'est un autre mouvement. C'est vrai que ça me manque parfois de pas être en extérieur, de pas partir, mais c'est un choix. C'est comme ça quand on présente. On présente. Mais c'est pas lassant le quotidien. Non. Au bout de 9 ans, l'actualité est variée, certes, mais. Non, mais c'est très étonnant cette temporalité-là, parce que vous avez un exercice quotidien et répétitif, vous l'avez dit, donc tu pourrais penser que ça peut être lassant. Mais dedans, le cadre est tellement fou, et dedans il se passe tellement de choses que vous jonglez avec en permanence, et vous ne voyez pas le temps passer. Présenter un JT, ça change votre rapport au temps, à tel point qu'à l'extérieur, quand vous êtes avec des gens qui n'ont pas l'habitude pas avec des collègues, vous avez un rapport au temps modifié. Exemple, je t'invite à dîner vendredi, nous sommes mercredi, pour moi vendredi c'est dans 8 semaines, et pas pour les autres, vous voyez ce que je veux dire, parce que on est dans un temps réel qui nous absorbe, donc on ne se rend pas compte du temps qui passe. Du temps qui passe, donc c'est clair ou pas? Oui, c'est très clair, c'est très clair. Ce qui fait la force des JT sur les autres chaînes, c'est leurs invités. Des fois, vous n'avez pas envie d'avoir un invité face à vous, un politique, que vous avez de temps en temps quand c'est des périodes d'élection, mais vous n'avez pas envie d'avoir un invité ou un gilet jaune ou quelqu'un qui vient de temps en temps sur le plateau. Si, l'altérité manque. Mais est-ce que ce journal, en fait... C'est peut-être ce qui fait son particularisme, justement. Le temps passé 9 ans, etc., vous créez un rapport de proximité avec les gens, donc il y a un contact qui se crée aussi. Ça prend du temps. On rentre pas chez les gens comme ça, en toquant à leur porte. Il faut se faire accepter, adopter, et ça prend du temps. Ensuite, pour les invités, c'est une très bonne question. Je pense que ce journal-là ne se prête pas nécessairement à un invité au quotidien de par son rythme et sa durée. C'est comme ça. Qu'est-ce qui fait sa particularité? C'est ça, son rythme. Oui, le rythme. Je vous dis, la proximité qu'on peut, le ton. Et puis les éléments de pédagogie très simples qu'on essaie de rassembler chaque soir. C'est pas un JT qui est fait, je pense, aujourd'hui pour avoir un invité au quotidien. Vous êtes reparti pour 10 ans? Vous savez, ça c'est un truc très marrant, parce que on vous pose souvent la question, j'imagine. J'en sais rien, mais c'est pas un truc. C'est pas moi qui décide de ça. Oui. Faut rester très humble. Il y en a qui ont dit un jour,
je sais la date de mon départ, c'était Patrick Poivre d'Arvor. Je vous l'annoncerai. Bon, ben voilà, non, ça se passe pas comme ça en 2019. Mais là, vous en avez envie, en tout cas. Moi, je vis au jour le jour, et ça m'a appris l'instant présent, et je suis très heureux dans ce que je fais avec cette rédaction. Et puis, je vous dis, ça fait 10 ans maintenant presque que je travaille avec Stéphane Gendarme, Mélanie Mingot, enfin les patrons de la rédaction. Voilà, on se connaît bien aujourd'hui, donc c'est vrai que c'est des rapports humains. J'y suis aussi humainement attaché. Il y a Nathalie Renou qui présente, qu'on a reçu déjà de nombreuses fois ici, les éditions du week-end. Et puis également Karine Guioc qui, elle, est au 12-45. Donc c'est quand même une équipe oui, c'est ça, qui est là. C'est des filles extraordinaires. Et... Nathalie, c'est une bête de direct. Elle fait aussi les spéciales. Karine Guioc, c'est le soleil de la rédaction. Enfin, on est tous... C'est vrai que c'est très confraternel tout ça. Ça passe vite. J'ai une ça dernière passe question. Vite. Non, je voulais simplement moi avoir une réaction. Je sais que vous êtes proche de tout ce que vous avez vu sur Thierry Ardisson et tout ça. Quel a été un peu votre regard ? C'est intéressant. Alors moi, Marc-Olivier Fogiel m'a vraiment tout appris en télévision, je pense. Pour ce qui est de Thierry Ardisson, ça a été mon producteur sur Paris Dernière. Sur Paris Dernière. C'est quelqu'un qui a tellement apporté à la télévision, qui a créé tellement de choses. C'était une boîte à idées. Voilà, c'est quelqu'un qui, je pense, a marqué l'histoire de la télévision. Et je pense que il n'a disparu que momentanément. Ouais, et il reviendra. Allez, merci Xavier Demoulin. On vous retrouve donc du lundi au jeudi 19h45 sur M6. Vous avez vos audiences hier? Vous savez combien vous avez fait? Non, dites-moi. 2 849 000, 14% de part de marché. Pas mal. Pas mal. Plutôt très bien. 14,9, non, même, 14, je crois. 14, ouais, j'ai mis 14. Donc 14, donc vous le saviez. Donc vous le saviez. Merci à vous, Xavier Demoulin. On se retrouve dans un instant pour parler complotisme et 11 septembre. Pourquoi autant de théories du complot autour de cet attentat? À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, parlons